Donc, ben, je me présente, je m'appelle Céline Bouffard, je travaille en transfert de connaissances pour l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Lise va vous mettre le lien là, vers cette organisation-là dans le clavardage. Je vous rappelle un peu les règles du jeu, le fonctionnement de nos conférences pour ceux que c'est la première fois. Ben, on va avoir un 40-45 minutes de présentation de nos conférenciers qui va être suivi d'un, bon, c'est ça, 15 à 20 minutes là, de questions, discussions, où est-ce que vous allez vraiment pouvoir ouvrir vos micros, ouvrir vos caméras, j'espère, pour qu'on puisse avoir un peu d'humanité là, dans cet espace virtuel. Aussi, pour vous dire que ben, la présentation là, que vous allez assister va être enregistrée, mais pas la période de questions. Donc, voilà. Ça va être déposé sur la chaîne YouTube de l'IU ou via le lien là, aussi que Lise vous a mis dans le clavardage. Vous allez pouvoir retrouver là, les documents. Mais justement, je vais présenter ma collègue Lise Lévesque, qui est Hmm. coordonnatrice à la recherche, qui va vous présenter un peu là, le topo là, de nos conférenciers de ce midi. Alors, Lise, je te laisse c'est le temps de parole. Merci beaucoup, Céline. Oui, ben aujourd'hui, donc, comme vous le savez sûrement, on a une conférence qui s'intitule Comprendre l'intérêt de l'enfant après la réforme de la protection de la jeunesse. Et nos conférenciers sont Michael Lessard et Gabriel Détrempe-Rochette. Michael Lessard, lui, il est professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Il s'intéresse particulièrement à la manière dont le droit privé appréhende les individus qui sont vulnérables ou marginalisés. Et ses travaux actuels portent surtout sur les violences sexuelles et conjugales, les animaux, la pluriparentalité, l'aide médicale à mourir et aussi les fondements théoriques du droit privé. Gabriel Détrempe-Rochette, lui, il est avocat au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et il représente la direction de la protection de la jeunesse devant les tribunaux. Il va s'intéresser surtout aux questions de violence conjugale, aussi orientation sexuelle et de diversité de genre dans le contexte de protection de la jeunesse. Voilà. Alors, je vous cède la parole, cher conférencier. Merci. Oui, ben bonjour à tout le monde. Merci de nous dédier un de vos derniers dîners de 2024 là. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous les recherches là, qu'on a menées sur l'intérêt de l'enfant au regard de la réforme de la protection de la jeunesse. Donc, d'abord, peut-être une mise en contexte, là. La réforme de la protection de la jeunesse s'est déroulée dans les dernières années. Puis vraiment, c'est un mouvement qui s'est mis en branle en 2019 avec le décès tragique de celle qu'on a dénommée la fillette de Grenby. Et donc, il a vraiment été l'élément déclencheur d'une réflexion sur tout le régime de la protection de la jeunesse, autant son application clinique que son cadre juridique. Donc, on a vu de 2019 à 2021 la commission Laurent qui est venue inspecter, examiner chacune de ces parcelles-là du régime et offrir une série là, de recommandations au gouvernement. Ce qui a mené ensuite en 2022 à la modification de la loi sur la protection de la jeunesse, où certains éléments ont été remaniés, des éléments nouveaux ont été ajoutés, des éléments qui étaient déjà là ont été réaffirmés. Et donc, c'est ce qu'on veut explorer avec vous parce que maintenant, le mouvement de réforme de la protection de la jeunesse quitte la législation et maintenant se retrouve plutôt dans la pratique clinique, puis dans la pratique judiciaire. Et c'est là où la réforme continue à se mettre en place. Et donc, on veut voir justement, faire le point avec vous aujourd'hui sur c'est quoi la manière dont l'intérêt de l'enfant a été dessiné dans la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse et quels enseignements on peut en tirer ensuite pour réfléchir là, à notre pratique clinique ou juridique sur ce point-là. Il faut aussi savoir, puis c'est important de le souligner, que maintenant, il y a une disposition dans la loi sur la protection de la jeunesse, l'article 3, qui dispose clairement que l'intérêt de l'enfant doit être la considération primordiale pour chaque décision qu'on prend qui concerne l'enfant. Donc, c'est vraiment un concept, celui de l'intérêt de l'enfant, qui est au cœur de la réforme de la protection de la jeunesse. Donc, quelques principes qui ont été mis de l'avant. Donc, ce qu'on vous expose aujourd'hui est le résultat d'une recherche qu'on a, Gabriel et moi, publiée dans la revue du barreau. Donc, vous avez près de la fin de la diapositive là, la référence vers cet article-là. Si vous voulez en savoir plus, il y a le lien web qui est là.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la loi sur la protection de la jeunesse, puis on a ressorti 8 principes qui guident l'intérêt de l'enfant, l'interprétation de l'intérêt de l'enfant. Et donc, on va détailler dans notre article, puis on va focuser ce midi sur certains de ces principes-là. Donc, qu'est-ce que ces principes-là nous disent? Ben, en fin de compte, ils décrivent une conception particulière de l'intérêt de l'enfant qui essentiellement nous invite à évaluer l'intérêt de l'enfant selon la qualité de ses relations avec d'autres individus ou avec des collectivités. Donc, les premiers principes qu'on a identifiés nous indiquent vraiment une volonté de préserver les liens de l'enfant avec des figures affectives ou des figures qui lui fournissent des soins et aussi la communauté culturelle à laquelle l'enfant appartient. Donc, les principes qu'on a identifiés, c'est la continuité des soins, deuxièmement, la stabilité des différentes relations de l'enfant, la stabilité des conditions de vie de l'enfant, dans la mesure où elles sont appropriées là, à ses besoins et à son âge, et la stabilité culturelle de l'enfant. Donc, les 4 premiers principes sont dans cette idée-là. Et le 5e principe, c'est celui de la protection contre la violence conjugale, où justement on veut protéger l'enfant contre une figure qui pourrait mettre en péril là, son développement ou sa sécurité. Et là, on parle vraiment de la violence conjugale ici. Donc, il y a une nouvelle manière de voir la place de l'enfant par rapport à la violence conjugale, où l'enfant est plus perçu comme un simple témoin de la violence, mais comme co-victime de la violence conjugale. Ensuite, les autres principes qu'on a identifiés vont vraiment mettre de l'avant l'opinion de l'enfant au cœur du respect de son intérêt. Donc, respect de la volonté de l'enfant, notre 6e principe. Puis, le 7e principe, c'est le respect de la dignité de l'enfant. Mais ici, la dignité est interprétée selon la manière dont l'enfant se construit. Donc, ce n'est pas une conception uniquement objective de la dignité de l'enfant, mais une conception de la dignité de l'enfant qui est attachée à son sentiment subjectif, comment lui perçoit sa propre dignité. Et notre dernier principe, c'est l'assouplissement de la confidentialité qui vise à reconnaître l'importance d'agir de manière collective en protection de la jeunesse. Donc, il s'agit de 8 principes qui guident l'intérêt de l'enfant, qui découlent de notre analyse de la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse. Et par contre, ce midi, on veut focuser avec vous vraiment sur 3 principes en particulier. Donc les 3 en fait, on a mis en gras dans la diapositive, celui de la stabilité culturelle de l'enfant, celui de la protection contre la violence conjugale et celui de l'assouplissement de la confidentialité. On va commencer justement avec ce dernier principe-là. Je vais laisser Gabriel poursuivre avec vous. Oui, donc bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous ce midi. Comme on vous l'a présenté, là, je suis avocat au contentieux du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc ça, c'est la DPJ francophone et allophone là, de Montréal. Donc ça me fait plaisir de faire partie de cette présentation-là dans un autre CIUS, mais c'est ce que je disais avant que la présentation commence. Depuis le 1er décembre, nous sommes tous ensemble sous Santé Québec. Peu importe ce que ça veut dire pour l'instant, mais en fait, je trouvais ça sympathique que finalement nous soyons presque entre collègues ce midi. Je, je vais vous faire la présentation sur l'assouplissement de la confidentialité et je vois même là, que dans les participants, il y a des personnes là, de la DPJ, EO, évaluation, orientation. Donc, c'est super si vous avez des questions aussi à la fin, n'hésitez pas. En fait, l'assouplissement de la confidentialité, c'est ce qu'on a intitulé comme étant un des principes là, qui ressort de cette réforme-là. Et ça vient de où? Ben, ça vient évidemment là, dans la commission Laurent, tout le monde a été non seulement témoin, mais a manifesté qu'il y avait beaucoup de travail qui se faisait en silo. En silo, donc, les partenaires ne s'échangeaient pas d'informations. Et quand les partenaires ne s'échangent pas d'informations, et pas juste la DPJ, mais l'ensemble des partenaires, ben, ce que la commission Laurent est venue dire, c'est que
c'est pas dans l'intérêt de l'enfant et que on pouvait dédoubler du travail ou ne pas faire le travail correctement parce qu'il nous manquait de l'information. Et la loi est venue changer ça, donc est venue le modifier de trois façons, et c'est ce qu'on va voir ce matin. D'abord avec un article interprétatif je vais vous décrire là, c'est quoi un article interprétatif et quelle est son utilité, et ensuite avec des dispositions précises dans la loi qui permet l'échange d'informations entre la DPJ et des partenaires ou l'inverse, là, donc des partenaires vers la DPJ. Si on retourne simplement peut-être, Michael, à la diapositive précédente sur l'article. Oui, voilà. Oui. Donc, le premier article qui est intéressant de voir et qui est une nouveauté, c'est une nouveauté, là, donc Michael vous a dit, parfois dans une réforme, on réaffirme ou on réorganise certains principes. Ici, l'article 4.6 est une nouveauté qui est très intéressante et qui peut être utilisée de façon assez pratique par les intervenants de la DPJ, mais qui concerne en fait l'ensemble des partenaires de santé, services sociaux. Donc, l'article interprétatif, ce que ça veut dire, c'est que ça sert à interpréter les autres articles de la loi. Et ce que ça nous dit à 4.6 de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est que les conditions qui sont prévues par une loi pour communiquer ou non un renseignement qui est confidentiel concernant un enfant ou ses parents, donc qui sont visés par la loi sur la protection de la jeunesse, doivent être interprétées de manière à favoriser la communication des renseignements lorsque c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que là, on va le voir dans les autres articles qui suivent, lorsqu'il y a des conditions à remplir, bien, si la transmission est dans l'intérêt de l'enfant et qu'on n'est pas dans disons, une partie de pêche où on veut juste à l'aveugle chercher des informations sur l'enfant et ses parents, bien, la communication doit être favorisée. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient nous dire d'arrêter le travail en silo, mais aussi de quand on a un doute sur est-ce qu'on transmet ou non l'information, bien, l'information va davantage être transmise que l'inverse. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce et ça ne veut pas dire que c'est un chèque en blanc pour la DPJ d'avoir accès à des informations et l'inverse aussi, hein, parce qu'on ne parle pas seulement de l'obtention de l'information par la DPJ, mais bien pour communiquer un renseignement concernant l'enfant ou ses parents. Donc, encore une fois, ça peut être entre différents partenaires. On parle ici de l'école aussi, on parle des autres services sociaux, des autres services communautaires. Donc, ça peut viser une panoplie d'intervenants. Et c'est pour ça que c'est un article qui est très intéressant à garder en tête. Et lorsqu'on se pose la question, est-ce qu'on fait est-ce qu'on a le droit à la communication ou non, d'aller le relire? Et évidemment, je m'adresse aux gens là, qui ont des questions plus précises, ben, de consulter le contentieux ou un professionnel du droit s'il y a une question plus précise là, dans un cas particulier. Maintenant, si on passe à l'article 35.4, qui est la diapositive suivante, le nouvel article 35.4, qui est un élargissement, en fait, de ce que les personnes autorisées qui sont les intervenantes sociales, peuvent avoir accès comme information au niveau de leur suivi social. Je m'explique. Donc, en fait, à 35.4, c'est une nouvelle version de l'article. Il y avait déjà de l'information qui était disponible, mais maintenant, on le fait dans une plus grande partie de l'intervention. Et si on va, sans le lire au complet, ce qu'on retient, c'est que le renseignement qu'on veut aller chercher et qui est confidentiel peut être soit celui qui révèle ou confirme une situation de compromission pour retenir le signalement et décider si sécurité et développement de l'enfant sont compromis. Ça existait déjà, mais la nouveauté, c'est le paragraphe B. Donc, le tel renseignement permet de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une situation en lien avec des faits nouveaux survenus depuis la décision portant sur la compromission et dont la connaissance pourrait permettre de réviser la situation de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller dans la diapositive suivante. Avant, l'article 35.4 visait surtout l'évaluation et l'orientation de l'enfant. Donc, c'était les intervenantes qui intervenaient
au début du processus. Et lorsqu'on avait une déclaration de compromission, bien, on se retrouvait avec moins d'accès aux renseignements pour le suivi social, donc à l'application des mesures et ce qui faisait en sorte parfois que ben, non seulement il y avait des manques de collaboration qui faisaient en sorte qu'on avait moins accès aux renseignements, mais qu'on avait des situations inquiétantes après la déclaration de compromission, donc après un jugement de compromission, et qu'on ne pouvait pas aller vérifier ces informations-là. Ici, nouvelle version de 35.4, à toutes les étapes du processus, selon les conditions évidemment qui sont énoncées à 35.4, on peut aller chercher le renseignement. Ici, là, la deuxième partie, donc le paragraphe B que je vous ai lu, en gros, les faits nouveaux depuis la décision, c'est ben, ce qui ressort du suivi social. Donc, si on a une intervenante qui est à l'application des mesures et que 6 mois dans le suivi social, il y a telle ou telle information qui sort et qu'on veut, notamment, là, je pense à concernant des difficultés de santé mentale chez un parent qu'on ne connaissait pas avant ou même concernant là, des nouvelles situations de compromission diverses, ben, on peut aller chercher l'information si ça permet de confirmer ou d'infirmer l'existence de ce nouveau, de ces faits nouveaux-là. Et là, on garde en tête toujours que on a l'article 4.6 qui nous dit, l'article interprétatif qui nous dit, ben, si on hésite à y aller parce que on ne sait pas si on respecte les conditions, mais si c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir cette information-là, on doit favoriser la communication. Maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que 35.4 donne aussi accès à plus d'informations, mais à plus de sources d'informations. Et donc ici, à l'article 35.4, on parle maintenant d'établissement, organisme et professionnel. Donc, on n'est plus seulement, avant, on utilisait le mot établissement, donc on parlait là, souvent des dossiers médicaux, des dossiers à l'hôpital ou bon, dans un CLSC, mais maintenant, ici, l'article vise les établissements, les organismes qui peuvent inclure des organismes communautaires et un professionnel. Donc ici, on peut penser un professionnel que la famille consulte à l'externe, qui n'est pas nécessairement affilié à un établissement ou qui n'est pas affilié à un organisme. Et donc, cette nouveauté de 35.4, c'est d'avoir plus de sources d'informations sur une période plus longue. Et toujours dans un objectif d'éviter le travail en silo, d'éviter le travail où il y aurait un manque de communication et où ce manque de communication-là ferait en sorte qu'on échapperait quelque chose dans la situation de l'enfant. C'est ça que le nouvel article 35.4 vise et permet d'accomplir. Pour le vivre, là, et je ne sais pas si c'est comme ça pour les intervenantes qui sont dans la salle aujourd'hui, mais moi, pour le vivre chaque semaine, je sais que cet article-là est utilisé par les intervenantes de l'application des mesures pour justement vérifier ces nouvelles situations de compromission, des faits nouveaux qui surviendraient pendant l'intervention. Maintenant, donc ça, c'est l'accès aux renseignements concernant l'enfant et sa famille par la DPJ. Maintenant, si on va à la diapositive suivante, on parle qu'il peut y avoir un échange d'informations avec les partenaires. Donc, l'information que la DPJ a et qu'elle doit transmettre à certains partenaires, toujours dans l'intérêt de l'enfant et dans le cadre de l'intervention sociale. Et ici, on est à l'article 72.6, donc je ne vous le lirai pas au complet, pas d'inquiétude, mais l'article 72.5, qui est le principe, c'est que lorsqu'un renseignement est collecté par la DPJ concernant un enfant ou ses parents, le renseignement ne peut pas être transmis à moins d'avoir le consentement soit de l'enfant de 14 ans et plus ou de ses parents, ou si le renseignement concerne les parents, le consentement des parents. Ce que l'article 72.6 nous dit, c'est que la directrice peut donner ce renseignement-là à des partenaires. Et dans quelles circonstances doit-elle le faire? Elle doit le faire lorsque, et la première partie existait déjà, là, donc aux personnes à qui les renseignements pouvaient être transmis,
lorsque la divulgation est nécessaire à l'application de la loi, mais également, et c'est la partie soulignée et c'est la nouveauté, à l'égard d'une personne, d'un organisme ou d'un établissement qui est amené à collaborer avec la directrice si cette dernière estime que cette divulgation est dans l'intérêt de l'enfant. C'est beaucoup de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque la directrice, le critère précédent, c'était qu'on devait assurer la protection de l'enfant pour transmettre cette information-là. Aujourd'hui, on est revenu à la notion d'intérêt de l'enfant, qui est beaucoup plus connue et beaucoup plus répandue. Et ce que l'article nous dit, c'est que lorsque une personne, un organisme ou un établissement est amené à collaborer avec la directrice, donc c'est quand même quelque chose qui est plus large, la transmission peut être faite dans l'intérêt de l'enfant. Et si on pense à quelle situation, ben, on peut penser à toutes sortes de situations où, notamment, là, on inclut là, une famille d'accueil là-dedans, mais des grands-parents qui, par exemple, pouvaient se voir confier l'enfant et n'avaient pas d'informations ou il manquait certaines informations par rapport à leur propre enfant qui pouvaient changer la situation de la manière dont il traitait l'enfant et la manière dont l'enfant était pris en charge par les grands-parents. On ne pouvait pas transmettre d'informations, alors que là, les grands-parents, ces grands-parents-là seraient par définition amenés à collaborer avec la directrice et la transmission d'informations serait donc autorisée. Et ici, on est donc dans un cadre beaucoup plus large de transmission et aussi, mais qui n'est pas illimité. Et évidemment, l'objectif, comme je le répète depuis que j'ai commencé la présentation, c'est d'éviter le travail en silo. Et je le répète parce que pour avoir vécu avant, et j'imagine que les intervenantes qui sont présentes et qui l'ont vécu, avant, il semblait y avoir une certaine peur ou une certaine crainte que les renseignements ne pouvaient pas être transmis par crainte de bris de confidentialité. Évidemment, je le répète, ce n'est pas un chèque en blanc, mais il y a un changement de paradigme qui s'est opéré avec la réforme et les dispositions que je viens de vous présenter, donc 35.4 pour les informations à laquelle la DPJ peut avoir accès, 72.6 pour l'information que la DPJ peut transmettre et l'article interprétatif, on est vraiment dans un changement de paradigme où la transmission doit se faire de façon beaucoup plus importante qu'avant pour que les partenaires puissent travailler ensemble. Et donc, c'est ces deux articles-là et l'article interprétatif qui couvrent ce qu'on appelle l'assouplissement de la confidentialité et qui sont pour nous un changement majeur là, au niveau de la loi sur la protection de la jeunesse, mais aussi du travail qui est fait par les intervenants de la DPJ, mais je l'ai mentionné aussi, par l'ensemble des partenaires qui sont appelés à collaborer et à eux donner de l'information ou à en recevoir dans certains contextes. Je repasse la parole à Michael pour la suite de la présentation. Oui, donc notre prochain focus, c'est sur l'exposition à la violence conjugale, qui est un nouveau motif de compromission qu'on voit dans la loi sur la protection de la jeunesse et qui est en vigueur depuis le 26 février 2023. Donc, avant cette modification-là, il était possible de concevoir l'exposition à la violence conjugale comme une forme de compromission sous le motif des mauvais traitements psychologiques. Mais ici, il y avait vraiment une volonté de la part des parlementaires de venir distinguer les deux et de le faire pour mieux tenir compte des particularités de la violence conjugale, puis aussi envoyer un signal fort sur le fait qu'il fallait en prendre compte dans l'évaluation de l'intérêt de l'enfant, à savoir s'il est exposé ou non à la violence conjugale, puis quel est l'impact de cette exposition à la violence conjugale. Puis pour comprendre cette modification-là, c'est important de la mettre dans son contexte législatif où on voit en fait une prise de conscience de plus en plus présente, tant chez les parlementaires provinciaux et fédéraux, et tant chez les juges sur la manière dont la violence conjugale vient affecter l'intérêt de l'enfant. Donc, avant cette modification dans la loi sur la protection de la jeunesse, on a vu à d'autres moments cette même sensibilité-là surgir puis apparaître dans des textes de loi.
Donc, c'est le cas en 2021 dans la loi sur le divorce, où on nous dit que, en fait, il faut, quand on évalue l'intérêt de l'enfant, tenir compte de la violence familiale, y compris la violence conjugale. Et ça, on le fait pour évaluer la capacité du parent violent à prendre soin de l'enfant. Et on voit la même chose, donc la loi sur le divorce qui relève du Parlement du Canada, mais on le voit aussi dans le Code civil du Québec qui, lui, relève du Parlement du Québec, où en 2022, on nous dit, ben, quand on évalue l'intérêt de l'enfant, il faut tenir compte de la violence familiale, puis encore une fois, on dit y compris la violence conjugale quand on évalue les facteurs de l'intérêt de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'on tente de faire avec ce mouvement législatif-là? C'est vraiment de reconnaître que l'enfant, en fait, va être affecté par l'exposition à la violence conjugale. Antérieurement, il y avait un certain débat, mais beaucoup de personnes concevaient l'enfant comme étant essentiellement un témoin de la violence conjugale, mais qui n'en était pas affecté directement. Et là, ce qu'on nous invite ici, c'est à mieux comprendre comment l'enfant peut être victime de l'exposition à la violence conjugale. Mais déjà, voir et entendre la violence conjugale fait en sorte qu'il peut vivre dans un climat de peur et ce climat de peur-là va affecter son bien-être et affecter son développement. Puis même si il n'est pas témoin directement de la violence conjugale, ben en fait, il peut vivre malgré tout dans un climat tendu puis un climat de peur qui affecterait son bien-être et son développement. Aussi, en fait, commettre de la violence conjugale, ben, c'est offrir un mauvais modèle de comportement à l'enfant. Donc, le parent qui commet la violence conjugale offre un mauvais modèle à l'enfant, donc affecte de cette manière-là le développement de l'enfant. Et autre point à souligner, c'est que le parent qui commet la violence conjugale va priver l'enfant des ressources du parent victime. Donc, dépendamment de la forme de la violence conjugale, ça pourrait vouloir dire que le parent victime a moins de disponibilité émotionnelle pour l'enfant, moins de temps, peut-être moins de revenus si on pense à certaines formes de contrôle financier. Donc, en somme, ce qu'on voit, c'est que tous ces éléments-là font en sorte que la violence conjugale, c'est pas seulement un choix sur le plan de la conjugalité, mais c'est aussi un choix sur le plan de la parentalité. C'est commettre la violence conjugale, donc affecte directement l'enfant en le faisant vivre dans un climat délétère, problématique, en lui offrant un mauvais modèle et en le privant de ressources. Donc, c'est là où l'exposition à la violence conjugale, maintenant, est vraiment comprise comme ayant un lien direct sur le bien-être et le développement de l'enfant. Donc, en ayant ça en tête, ça nous invite à distinguer trois différentes situations où on peut avoir de la violence. Donc, soit la violence conjugale, qui est vraiment la violence d'un partenaire envers l'autre, mais on comprend qui peut affecter l'enfant. Soit la violence familiale, qui, comme vous l'avez vu quand j'ai parlé de la loi sur le divorce puis du Code civil, c'est un terme plus général, un terme parapluie qui inclut la violence conjugale, mais la violence familiale, essentiellement, vise à désigner tout type de violence exercée par un membre de la famille envers un autre. Donc, ça peut être la violence conjugale, la violence envers un enfant, la violence envers un aîné. C'est vraiment un terme parapluie plus général. Et autre situation où il peut y avoir de la violence à garder en tête, c'est le conflit de séparation, qui est en fin de compte un conflit entre les partenaires lors d'une rupture. Et donc, pour bien comprendre le nouveau motif de compromission de l'exposition à la violence conjugale, pour bien comprendre comment évaluer l'intérêt de l'enfant, il faut développer des outils pour distinguer la violence conjugale et distinguer le conflit de séparation. Et un outil qui nous paraît mis de l'avant par les juges, par les textes de loi, puis qu'on détaille nous aussi dans notre article, c'est le concept du contrôle coercitif. Donc, le contrôle coercitif, c'est essentiellement un terme qui va désigner un ensemble de stratégies qui permettent à un partenaire de limiter la liberté de l'autre partenaire. Et donc, c'est un ensemble de stratégies qui ont cet effet-là par leur cumul, donc ils viennent contrôler l'autre partenaire et le priver de sa liberté. Ça pourrait impliquer l'emploi de la force, mais pas nécessairement. Ça peut se faire par
le dénigrement, par l'isolement social, par le contrôle des finances. Et donc, quand on vient euh, brimer, priver un partenaire victime de sa liberté, ben, c'est là où on est vraiment plus dans une situation de contrôle coercitif et donc plus dans une situation de violence conjugale. Par opposition, le conflit de séparation, on le voit plus comme un moment où les deux partenaires sont à toute fin pratique sur un même pied d'égalité euh, et qu'il n'y a pas un contrôle, une emprise de l'un sur l'autre. Mais quand on voit cette emprise de l'un sur l'autre, là, on peut mieux détecter les situations de violence conjugale parce que ça peut être plus difficile à détecter, surtout quand il n'y a pas d'emploi de la force, voir comment il y a une emprise, comment la violence, en fait, se caractérise comme de la violence conjugale ou non. Et en pratique, en fait, comme Michael, vous le mentionnez, il n'y a pas de définition de la violence conjugale qui a été inclue dans la loi et ça semble être un choix délibéré de ne pas inclure de définition pour pouvoir inclure plus de situations que moins, mais la loi fournit des facteurs qui doivent être pris en considération lorsqu'on doit conclure si oui ou non il y a exposition à la violence conjugale et si la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de ce motif. Les nouveaux facteurs se situent à l'article 38.2.2. Donc, 38.2, c'est les facteurs généraux à prendre en considération lorsqu'on fait une évaluation ou le tribunal doit se prononcer sur le développement de l'enfant. Mais 38.2.2 sont spécifiques à la situation de violence conjugale. Et qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder les conséquences de l'exposition à la violence sur l'enfant, la reconnaissance de ces conséquences par l'auteur de la violence, les actions prises par le parent qui est victime de la violence pour protéger l'enfant et les entraves qui sont mises de l'avant par l'auteur de la violence, les capacités des ressources du milieu à soutenir les parents et est-ce qu'il y a des ordonnances, des conditions de nature civile ou criminelle qui sont en vigueur concernant le développement ou la sécurité de l'enfant. Et ce que ça nous dit ici, et ça fait un lien avec la notion de contrôle coercitif, c'est qu'il y a un parent qui commet la violence et il y a un parent qui en est la victime. Donc, là, il y a un parent qui n'est pas l'auteur de la violence et c'est ici que l'intérêt de la notion de contrôle coercitif est intéressante pour distinguer les situations où il y a des motifs de compromission en lien avec ce qui pourrait s'apparenter à un conflit parental et une situation de violence conjugale. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a un guide de pratique qui a été créé par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui se trouve là en ligne et les intervenants et en fait l'ensemble du personnel santé et services sociaux devrait avoir accès à ce guide de pratique-là qui fait état de ce que constitue là, plus en détail la notion de contrôle coercitif et comment elle peut se manifester, comment cette notion-là se manifeste et également ce que ça veut dire pour l'intervention sociale, parce que le motif de compromission aura évidemment une incidence sur l'intervention qui sera mise de l'avant par la directrice de la protection de la jeunesse une fois que la compromission sera déclarée. Évidemment, j'ai ajouté le débat jurisprudentiel sur le motif de distinction dans la situation de l'enfant. En ce moment, les dispositions sont entrées concernant la violence conjugale sont entrées en vigueur il y a 1 an et demi, donc en avril 2023, mais devant les tribunaux, c'est en ce moment que se font les débats sur qu'est-ce que constitue de la violence conjugale, qu'est-ce que constitue un conflit de séparation. Et d'ailleurs, je le mentionne parce que j'ai eu l'information très récemment. Il y a un dossier, il y a beaucoup de décisions de la Cour du Québec, donc de la Chambre de la jeunesse, qui est le tribunal de première instance, qui ont été rendues dans la dernière année et demie. Mais le premier rappel, donc l'appel, c'est quand c'est amené à la juridiction supérieure, qui est ici en matière de jeunesse, et la Cour supérieure, sera en matière de violence conjugale et de distinction entre violence conjugale et conflit de séparation sera entendu en janvier 2025. Donc, on devrait commencer à avoir des décisions des tribunaux supérieurs
qui vont nous orienter là, sur en fait, les facteurs déterminants en matière de violence conjugale devant les tribunaux. Ça ne veut pas dire que la recherche clinique et ce qui se fait au niveau clinique ne sera pas considéré, mais on aura plus d'indications de comment se gouverner devant les tribunaux en fonction de ces décisions-là. Mais je peux vous dire, là, pour en avoir beaucoup, non seulement à Montréal, mais pour être au courant de ce qui se passe dans les autres régions, c'est quelque chose qui anime les débats devant les tribunaux dans pas mal toutes les régions du Québec. Donc, les décisions d'appel nous serviront de guide à ce niveau-là et ça sera bien intéressant de voir ce que dira la Cour supérieure sur le sujet. Maintenant, je termine là-dessus parce que je trouve ça intéressant de le mentionner. La violence physique, et c'est ce qui est dans le guide de pratique qui a été préparé par le ministère, n'est pas quelque chose qui est discriminant sur est-ce qu'il y a violence conjugale ou non. Je donne un exemple, une situation où dans un conflit parental, il pourrait y avoir deux parents qui ont lancé des assiettes sur le mur en se chicanant sur les résultats scolaires d'un enfant. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu des assiettes de lancer, il y a violence conjugale. On serait peut-être dans une situation, évidemment, là, c'est un exemple très grossier que je vous fournis, mais simplement pour vous illustrer que l'intérêt de la notion de contrôle coercitif est là pour voir est-ce qu'il y a un rapport de domination dans la relation. Et c'est ce qui, pour le ministère, clairement, et pour les DPJ là, du Québec devant les tribunaux en ce moment est déterminant. Donc, je trouve ça intéressant de le mentionner parce que souvent, on associe tout de suite un élément physique à de la violence conjugale alors que ça pourrait se faire dans un autre contexte et vice-versa. Évidemment, l'absence de violence physique ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de violence conjugale. Donc, voilà, maintenant, passons au dernier petit sujet là, qu'on trouvait intéressant, sur lequel on trouvait intéressant là, de vous entretenir aujourd'hui, qui est la stabilité culturelle de l'enfant. La stabilité culturelle, on l'a intitulé comme ça pour inclure là, non seulement ce qui concernait là, les modifications concernant les communautés autochtones, mais également les autres communautés là, ethnoculturelles minoritaires qui se trouvent là, évidemment partout dans la province. Donc, la modification de la loi réaffirme et codifie certaines pratiques qui étaient déjà en cours. Concernant les enfants autochtones, il y a des considérants qui ont été ajoutés dans le préambule, notamment par rapport à le principe là, de continuité culturelle autochtone. Et il y a des dispositions spécifiques qui visent l'adaptation des autres dispositions de la loi concernant les Autochtones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les articles 131 et suivantes s'appliquent aux communautés autochtones spécifiquement. Si il y a un vide et que d'autres dispositions doivent être utilisées, on les utilise, mais il y a vraiment un régime quand même spécifique concernant les enfants autochtones. Le NB est très important parce que c'est aussi un changement important qui a été apporté par la jurisprudence cette fois et non par la loi. La Cour suprême du Canada a confirmé en février dernier que la loi là, fédérale concernant les enfants et les familles, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis était constitutionnelle et que chaque communauté autochtone pouvait adopter leur propre loi en matière de services à l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'il y a des communautés autochtones sur le territoire d'un CIS ou d'un CIUS et que cette communauté-là se prévaut de son droit d'adopter sa propre loi en matière de protection de la jeunesse et des services à l'enfance, la loi sur la protection de la jeunesse ne s'appliquera pas et c'est cette loi de la communauté qui va s'appliquer. Pour l'instant, ce qu'on a vu au niveau des communautés autochtones, c'est qu'il y en avait une communauté à Opichiwan qui a adopté là, sa propre loi en matière de protection de l'enfance et qu'à travers la province, il y a des communautés qui s'organisent pour adopter leur propre loi, alors que d'autres communautés
ne les adoptent pas et que dans ce cas-là, c'est la loi sur la protection de la jeunesse et les dispositions spécifiques concernant les Autochtones qui vont s'appliquer. Maintenant, ça, c'est pour les Autochtones. Finalement, pour les communautés ethnoculturelles, en fait, on rappelle dans le préambule qu'il y a une importance de reconnaître la spécificité des enfants faisant partie de groupes minoritaires, notamment les communautés ethnoculturelles. Et on rappelle à l'article 4.4 le besoin de l'importance de tenir compte des caractéristiques des communautés culturelles non culturelles, pardon, notamment dans le choix du milieu de vie substitut de l'enfant. Ici, on fait référence aux réalités démographiques de certaines régions. Donc, évidemment, ça varie en fonction de la région et de la présence de communautés ethnoculturelles dans les régions. Je sais que nous, à Montréal, on a une grande proportion, là, une importante proportion d'enfants là, qui proviennent de communautés ethnoculturelles et c'est des considérations qui doivent être prises en compte au moment de prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant. Évidemment, la limite, cette considération-là, c'est les ressources. Donc, évidemment, là, les établissements et les DPJ font avec les ressources limitées qu'on connaît et ne peuvent pas répondre à tous les besoins concernant notamment l'appartenance à une communauté ethnoculturelle, mais c'est quelque chose qui est quand même important de prendre en compte au moment de rendre une décision. Donc, voilà pour la stabilité culturelle. On peut, un peu en guise de conclusion, on voulait souligner avec vous l'importance de la relation entre la protection de la jeunesse puis le droit de la famille. Et donc, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est vraiment des nouveaux principes qui ont été mis de l'avant ou des principes déjà existants qui ont été réaffirmés au moment de la réforme sur la loi de la protection de la jeunesse. Et il nous semble que c'est des principes qui peuvent nous aider aussi quand on sort de la protection de la jeunesse, puis on va en droit de la famille, à mieux comprendre l'intérêt de l'enfant, puis qui peuvent nous guider dans l'interprétation de l'intérêt de l'enfant. Parce que c'est effectivement un concept qui est unifié, qui est employé tant en protection de la jeunesse, qui est employé en droit de la famille, parfois même en droit des personnes. Et donc, c'est le même concept qui fonctionne un peu comme une grille d'évaluation dans tous ces domaines-là. Et donc, ça nous souligne aussi que, en fait, l'intérêt de l'enfant, la manière dont il est interprété en droit de la famille, dans la loi sur le divorce, dans le Code civil, peut nous aussi nous aider en protection de la jeunesse pour mieux comprendre comment l'évaluer puis comment l'interpréter. Mais aussi, ce qui est important pour nous de souligner, c'est que c'est en fait un concept qui est co-construit tant par les parlements qui nous donnent en quelque sorte des lignes directrices dans les réformes législatives, mais aussi par les tribunaux qui développent une interprétation, puis aussi par la pratique clinique, la pratique juridique, qui mettent de l'avant une certaine vision, une certaine interprétation de l'intérêt de l'enfant. Ce qui fait en sorte que, oui, on a des guides qui nous sont fournis par les parlementaires dans la réforme législative, mais ça fait en sorte qu'on a aussi un contrôle dans notre propre pratique pour mettre en place cette vision-là qui est mise de l'avant par la réforme législative, mais aussi pour la raffiner, la nuancer, puis la perfectionner dans notre propre pratique. Et donc, c'est encore un concept qui est en mouvance. Et donc, on espère qu'avec la présentation d'aujourd'hui, on vous a aidé à mieux voir et comprendre la réforme de la protection de la jeunesse, mais voir aussi ce qui peut être fait pour prendre la balle au bon, puis continuer à perfectionner la mise en place de ce principe-là. Donc, je finis en vous remettant la référence à notre article où on parle plus en détail des trois principes qu'on a regardés avec vous, mais aussi des 5 autres principes que j'ai abordés un peu au début, là, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans la présentation. Donc, je vous invite à aller le consulter. Je vous remercie de votre attention, mais aussi je vous invite à nous poser vos questions si vous en avez.